Bonsoir, le Caritas de la CAN est désormais connu. La RDC, la Guinée équatoriale, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les 4 pays qualifiés pour les demi-finales. Nous sommes à la veille de la journée mondiale consacrée aux zones humides. Ces espaces sont souvent négligés ou mal exploités. Cette année, l'accent est mis sur la protection de ces zones comme un patrimoine qu'on peut mieux gérer au profit des générations futures. Cette célébration a été instaurée pour perpétuer la signature du premier traité intergouvernemental sur la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. Apollinaire Kadanga et Dem Susupa. La communauté internationale appelle à la sauvegarde des zones humides. C'est à travers la célébration mondiale le 2 février de la journée consacrée à ces zones. Une manière d'attirer l'attention de tous sur l'importance d'agir de toute urgence pour ralentir, faire cesser et éviter leur dégradation. Ceci pour plusieurs raisons. Les zones humides sont le berceau de la diversité biologique et fournissent de l'alimentation en eau. Substrat des pêcheries et de l'agriculture, grâce au renouvellement des nappes phréatiques, elles jouent le rôle de rétention des matières nutritives dans les plaines d'inondation et favorisent la promotion du tourisme et constituent l'une des voies pour le transport. En outre, les zones humides constituent des ressources énergétiques diverses par excellence. Les zones humides font partie aujourd'hui des écosystèmes les plus menacés du monde par le drainage, l'assèchement, la pollution et surtout la surexploitation de leurs ressources. Au Togo, la superficie totale de ces zones est estimée à 2210 km². Au regard des engagements pris par le gouvernement, 4 sites clés ont été inscrits sur la liste des sites Ramsar. Il s'agit du bassin de Loti-Mandouri, du parc national Kéran, aujourd'hui dénommé parc Oti-Kéran, les zones humides du littoral du Togo et les réserves de faune de Togodo. Les estimations les plus récentes au niveau mondial indiquent que 104% de ces écosystèmes ont disparu depuis un siècle et aujourd'hui, il faut vite agir pour assurer la survie de ce patrimoine. Cette année, le thème retenu en dit d'ailleurs long, les zones humides pour notre avenir. À mi-parcours du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, les émissaires du groupe de la Banque mondiale en visite travail au Togo se sont rendus hier sur certains sites où le projet est mis en œuvre. Il était question d'évaluer les actions jusque-là menées sur le terrain et les cantons de Adjakba et de Adjrako dans la Gou ont été les premiers sites visités. Pierre Soussou. Adjakba, dans la préfecture d'Agou. Première étape de la tournée d'évaluation de la mission de la Banque mondiale et de FMI. Au contact des communautés bénéficiaires du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, ces émissaires, par une méthode d'entretien, ont mesuré les impacts de la mise en œuvre de ce projet. Dans cet espace, par exemple, des tecs ont été plantés sur près de 5 hectares et devront contribuer à la réduction des risques de catastrophes et de dégradation des terres. Bien que les conditions climatiques n'étaient pas très favorables, on remarque quand même quelques pousses qui ont bien réussi et l'entretien se fait et les jeunes pousses, d'autres plantes sont encore mises en terre. Donc pour me résumer, le projet et la mission de la banque qui est arrivée va voir dans son ensemble la conception du projet, les choses planifiées, réalisées, les choses qui restent et actuellement théoriquement il reste 1 an pour l'achèvement de ce projet. Est-ce que les activités qui restent peuvent être réalisées dans 1 an qui reste? Tous ces aspects-là seront examinés et ensemble avec le gouvernement, on va voir les mesures, les dispositions à prendre pour que le projet se termine à bien. Le projet, partout où il est exécuté, comme ici à Adjrako, est censé générer d'importants avantages sociaux qui devraient réduire la vulnérabilité aux inondations et offrir un environnement propice à l'expansion des activités économiques et sociales. Nous avons planté des tecs, des acacias, mahouken, tout ça là. C'est ça que nous avons planté ici. Les grandes leçons qu'on peut déjà tirer, c'est d'abord la mobilisation de la population. Vous avez remarqué ici, les communautés se sont mobilisées pour faire eux-mêmes la plantation communautaire. Je crois que quand on parle aujourd'hui du changement climatique, et le changement climatique, l'un des éléments de ce changement, c'est la déforestation.
Les forêts naturelles qui existent sont en train de disparaître et même les plantations privées disparaissent aussi. Mais si ce projet a pu quand même sensibiliser les gens qui ont pris conscience et se mettre, la population elle-même se mettre à réaliser l'activité, je crois que c'est déjà un grand résultat. L'un des objectifs de ce projet est de soutenir la restauration des services d'écosystème qui permettront de réduire et de limiter les catastrophes au niveau national et local. Financé à environ 8,5 milliards de francs CFA, le projet Gestion intégritaire a démarré depuis 2012 et prendra fin en septembre 2016. Une session de formation des agents forestiers, éco-gardes et autres acteurs du parc Fazao Malfakassa s'est tenue cette semaine à Sokodé, organisée par l'ONG Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement avec l'appui financier de la fondation France Weber. Ce recyclage vise à renforcer les capacités des acteurs sur la lutte contre le braconnage et le trafic illicite du bois dans les aires protégées au Togo. La marque Bojuna. La protection de la faune et de la flore constitue une action qui participe à la préservation de la richesse pour le pays et pour les générations futures. Les aires protégées du Togo ont connu dans les années 90 de graves dommages causés par les bouleversements sociopolitiques. Cette rencontre de Sokodé qui rassemble les agents forestiers, les éco-gardes et autres acteurs du parc Fazao Malfakassa, initié par l'ONG ANS Entendez, Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement avec l'appui financier de la fondation France Weber, se veut une rencontre de renforcement des capacités sur la lutte contre le braconnage et le trafic illégal du bois dans les aires protégées. Les espèces de faune et de flore constituent une richesse. Il faut les préserver. Et aujourd'hui, on a remarqué que le braconnage et le trafic illicite du bois prennent de l'ampleur dans notre pays et en particulier dans la région centrale, d'après des études que nous avons réalisées. C'est pour cela qu'en collaboration avec la fondation France Weber qui gère le parc de Malfakassa, nous avons organisé cet atelier afin de renforcer les capacités avec les experts étrangers qui sont venus sur les moyens efficaces de lutte contre le braconnage et le trafic illicite des espèces. Nos attentes pour cet atelier de formation et de renforcement des capacités est que nos éco-gardes, les éco-gardes du parc national, sachent encore mieux se défendre, lutter contre le braconnage, lutter contre le trafic illicite des espèces pour préserver ce patrimoine togolais qu'est le parc national de Fazao Malfakassa. À l'ouverture de cette session qui a duré 3 jours, les différents intervenants ont attiré l'attention des participants sur leur rôle dans la gestion durable des ressources forestières et la lutte contre l'exploitation abusive du bois dans le parc Fazao Malfakassa. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo a procédé au lancement de la campagne partielle d'achat de céréales dans le canton de Kamboli, dans la préfecture de Tchamba. L'opération dirigée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Urokura Agadazi, s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Lamak Boutura. Les producteurs agricoles du canton de Kamboli dans la préfecture de Tchamba ont l'honneur cette année d'accueillir le lancement de la campagne partielle d'achat de céréales. La cérémonie a permis à l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, d'acheter auprès des producteurs de Kamboli 50 tonnes de maïs pour une valeur de 8 millions de francs CFA à raison de 16 000 francs CFA le sac de 100 kg. Nous avons plus de 6 000 tonnes déclarées par nos producteurs dans nos différents magasins. Mais nous sommes très heureux aujourd'hui qu'un prélèvement de 50 tonnes est fait tout juste pour le lancement et que dans l'avenir, nous souhaiterons que ANSAT soit toujours des nôtres. Le ministre Urokura Agadazi a remercié les producteurs agricoles de Kamboli pour leurs efforts qui ont permis de hisser le Togo parmi les nations de la sous-région qui dégagent d'importants excédents agricoles. Nous avons voulu lancer cette opération à partir de Kamboli parce que c'est reconnu de nous tous que Kamboli est un grand grenier de production. On s'est saisi de cette occasion pour échanger avec les paysans sur le plan d'engagement des stocks 2015 qu'on devait mettre en place pour éviter l'engorgement des stocks sur le territoire national. Donc nous avons eu à dire aux paysans de Kamboli que les frontières sont ouvertes
Et donc le ministère, et plus particulièrement l'ANSAT, veut promouvoir les échanges transfrontaliers. Et il se trouve que Kambola se retrouve à la frontière Est. Donc nous avons demandé aux paysans d'éviter de vendre le maïs dans un contexte où, de vendre de façon informelle le maïs. Il sera question de nouer un contrat de vente avec les pays limitrophes. Le président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, s'est réjoui du choix de Kaboli, son village natal, pour le lancement d'achat de maïs saison 2014-2015. Il a saisi l'occasion pour encourager les producteurs de Kaboli à poursuivre leur œuvre pour la réduction de la faim. Enfin, Daman Dramani a demandé aux producteurs de varier leur production pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs. Consternation au Japon, le deuxième otage détenu par l'organisation de l'État islamique a été exécuté. Kenji Goto était correspondant de guerre. Kenji Goto avait 47 ans. Son assassinat est revendiqué par l'organisation de l'État islamique dans une vidéo dont nous ne montrerons aucun extrait. Après l'annonce de sa mort, sa famille est effondrée. J'espère que la mort de Kenji... Excusez-moi. J'espère que ça changera quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose. Correspondant de guerre chevronné, Kenji Goto s'était rendu en Syrie en octobre dernier pour tenter d'obtenir la libération d'un autre otage japonais, Haruna Yukawa, assassiné par l'organisation de l'État islamique il y a une semaine. Depuis, le gouvernement japonais avait fait de la libération de Kenji Goto une priorité, une action saluée par sa famille. Je suis très reconnaissant au gouvernement japonais, au ministre des Affaires étrangères, aux Japonais et aux gens partout dans le monde pour leur soutien. C'est très dur pour un frère. Le gouvernement japonais a condamné fermement cet assassinat. Je suis indigné par cet acte de terrorisme immoral et haineux. Je ne pardonnerai jamais à ces terroristes. Je les ferai payer pour ce péché et je travaillerai avec la communauté internationale pour ça. Les djihadistes avaient exigé la libération avant jeudi soir de cette Irakienne arrêtée en Jordanie, sous peine de tuer ce pilote jordanien ainsi que Kenji Goto. La nouvelle vidéo diffusée par l'organisation de l'État islamique ne fait aucune mention du sort de l'otage jordanien. On n'en parle presque plus avec la même acuité, mais il n'a pas dit son dernier mot. Le virus Ebola sévit toujours en Afrique de l'Ouest, mais la bonne nouvelle, c'est que le taux de contamination a chuté de manière drastique. Unité de traitement du virus Ebola dans la région du Grand Cape Mount, les agents de santé enfilent leur équipement de protection individuelle. Parmi eux, une rescapée du virus Ebola devenue aide infirmière spécialisée dans l'aide aux enfants. Afin de respecter les mesures de protection, la jeune infirmière n'a besoin que d'une légère combinaison pour la simple raison qu'elle est désormais immunisée pour avoir déjà contracté le virus. Je m'occupe de tous ces petits, c'est ce que je peux apporter dans ce centre de santé. Ces enfants n'ont pas leurs parents avec eux, alors je les aide en m'occupant d'eux, en changeant leur couche, en leur donnant leur bain. En Afrique de l'Ouest, les fortes canicules ne permettent pas aux agents de santé de garder pendant longtemps les combinaisons de protection. Contrairement aux autres, la jeune infirmière qui enfile une combinaison légère peut la garder au-delà des 3 heures recommandées, ce qui lui procure un contact plus étroit avec les patients. En tant que survivante, je sais ce qu'est Ebola depuis que j'ai réussi à vaincre la maladie. Vous voyez, en travaillant dans ce genre d'endroit, nous pouvons apporter aux patients plus que le soutien physique. Nous avons la possibilité de leur apporter un soutien psychologique. Tout ceci grâce à la proximité que nous avons avec les patients. L'épidémie de fièvre à virus Ebola a causé la mort de plus de 8600 personnes au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Les autorités prévoient les premiers vaccins expérimentaux contre le virus Ebola au courant du mois de février. L'essai clinique organisé au Libéria utilisera une dose plus élevée du vaccin pour tenter de provoquer une réaction immunitaire plus forte.
Le virus Ebola s'est naturellement invité au 24e sommet de l'Union africaine qui vient de s'achever à Addis Abeba. Les dirigeants africains ont adopté aussi une résolution qui prévoit une force de 7500 hommes pour combattre Boko Haram. L'accent a été également mis sur l'autonomisation des femmes et les effets pervers des changements climatiques. Séance d'ouverture de l'Assemblée des chefs d'État africains ce vendredi 30 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Les dirigeants ont longuement insisté dans leur allocution sur les menaces qui pèsent sur le continent. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a d'ailleurs assuré que les gouvernements en étaient conscients et qu'il fallait répondre à ces défis par une stratégie commune. 15 years ago, as the world welcomed the new millennium, Africa was referred Il y a 15 ans, alors que nous entrions dans le nouveau millénaire, l'Afrique se voyait confrontée aux nombreux défis du XXIe siècle. En tant qu'Africains, nous avons choisi de voir le début de ce millénaire comme le début d'un centenaire pour le continent. C'est ainsi que nous devons être avertis des nouvelles menaces auxquelles sont confrontés l'Afrique et le reste du monde. Terrorisme, insécurité, changement climatique, alors que les pays de l'Est, le Mozambique, le Malawi et la Zambie viennent d'être frappés par de violentes inondations. Nous regrettons les pertes humaines et les destructions dans ces États, mais ces catastrophes soulignent l'urgence des défis liés au changement climatique. Le terrorisme et en particulier les agissements de Boko Haram contre nos peuples, leurs crimes épouvantables, leur destruction, leur kidnapping en série font de ces insurgés une menace pour notre sécurité collective. Nkosazana Dlamini-Zuma a également rappelé que 2015 était pour le continent l'année de l'autonomisation et du développement de la femme et qu'il fallait passer à un niveau supérieur le programme continental pour l'égalité entre les sexes. Elle plaide pour que les dirigeants s'assurent de l'implication des femmes dans la résolution des conflits et du renforcement de leur représentation dans la vie publique. Nous nous rencontrons au début d'une année où le monde est à un point historique alors qu'il décide ce qu'il faut faire concernant le changement climatique, l'agenda de développement post-2015 et qu'il réfléchit sur les 20 ans écoulés depuis la conférence des femmes de Beijing. Chaque nation africaine devait promouvoir la cause des femmes par la responsabilisation économique et l'inclusion financière. Nous devons accorder une attention particulière à la jeune fille et nous assurer qu'elle soit scolarisée et maintenue à l'école, qu'il soit mis fin au mariage précoce et aux mutilations génitales féminines et que l'on exploite le potentiel tant des filles que des garçons. Le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement du continent africain s'est tenu sur le thème Année de l'autonomisation et du développement des femmes vers l'agenda africain 2063. La nécessité d'un développement axé sur l'égalité entre les hommes et les femmes devient donc un fondement pour l'organisation panafricaine pour garantir une transformation du continent et exploiter le potentiel de tous ses acteurs. Et c'est Robert Mugabe qui est désormais le président d'exercice de l'Union africaine. Au Togo, des offices religieux ont eu lieu à Kara pour marquer le début des manifestations du 10e anniversaire du décès du président Eyadema. Nestor Moussou. Il y aura 10 ans, le 5 février prochain, que le père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadema, a été rappelé à Dieu. En attendant ce jour anniversaire, le peuple togolais prie pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu, comme ici à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara. Nous sommes réunis dans l'espérance pour prier pour toutes les personnes qui nous ont dévancés, pour ceux qui nous ont dirigés, et le Seigneur qui guide son peuple, sur le plan spirituel ou humainement, choisit des personnes en qui il met sa grâce et sa miséricorde pour guider le peuple qu'il choisit par leurs mains. Nous voulons prier spécialement pour Feu Eyadema Gnassingbé, qui est retourné vers la maison du Père il y a 10 ans. Du côté aussi de l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de Karaville, le culte de ce dimanche a été sollicité en mémoire de Gnassingbé Eyadema, celui qui a dirigé le Togo de 1967 à 2005. Le président Gnassingbé Eyadema a appris aux Togolais la culture de la paix et la réconciliation. Nous sommes donc interpellés à poursuivre la culture de la paix dans nos foyers, dans nos différents services, pour mieux bâtir notre cité. En ce 10e anniversaire
du rappel à Dieu du Père de la nation togolaise, Feu Gnassingbé et Adamant, la parole de Dieu nous recommande de reconnaître en Jésus-Christ l'envoyé de Dieu. Cette reconnaissance nous permet de toujours écouter la parole de Dieu et de nous conformer à la volonté de Dieu. Déjà vendredi, les musulmans de Kara ont fait la même démarche. L'imam de la grande mosquée, El Hadj Alassane Kaba, et les autres fidèles ont demandé à Allah d'accorder sa grâce à l'âme de Gnassingbé et Yadema. Le Père de la Nation avait fait de la protection de l'environnement une de ses préoccupations. En témoigne la journée de l'arbre instaurée le 1er juin de chaque année depuis 1977. En souvenir à cette initiative, des arbres ont été mis en terre sur son domaine au quartier Toumbe à Kara. Les religieux s'impliquent également dans le processus électoral au Togo à travers la prière. Les conseils et fédérations des missions et églises du Togo ont organisé une séance œcuménique et d'intercession cet après-midi au Palais des Congrès de Lomé. Ils ont prié pour la paix, l'unité et le bon déroulement de la prochaine présidentielle. Patrice Boko. Ne rendez pas le mal pour le mal. Cherchez la paix pour tout le monde. Ne vous livrez pas à la vengeance, car seule la vengeance appartient à l'Éternel. Romains 12, verset 17. C'est à travers ces passages bibliques que le révérend pasteur Diakouti Mitré, au nom des conseils et fédérations chrétiennes des missions et églises du Togo, a prêché et invité les Togolais à conserver l'unité nationale dans nos diversités en cette période électorale. Pour la grâce du Seigneur Tout-Puissant, sur le Togo, ils ont prié, loué et magnifié l'Éternel et demandé sa protection sur le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale et les leaders des partis politiques. Et les partis politiques s'activent chacun de son côté pour la prochaine présidentielle. L'Union des forces de changement était à Damavo et quartier environnant cet après-midi pour partager avec les populations ses idéaux. La paix et l'union nationale ont été les vertus prônées par ce parti. Silver Abdou. Les populations de Mayakopé à Damavo, dans la préfecture du Golfe, ont accueilli ce jour une délégation de l'UFC, Union des forces de changement, qui part ainsi à la conquête de son électorat. Le président du parti, Gilles Chris-Olympio, veut, à travers cette série de rencontres de proximité, mieux expliquer aux militants et sympathisants son projet de société pour la présidentielle de 2015. Une élection que l'UFC souhaite voir apaisée. Nous sommes en pleine sensibilisation en ce moment pour les prochaines élections présidentielles à venir. Et le président national avec l'UFC ont décidé justement de faire le tour des grandes communautés de Lomé pour leur faire passer le message de rassemblement, de paix, pour que les élections se passent dans la transparence et dans la paix. Face aux militants et sympathisants, les responsables de l'UFC ont surtout appelé à la mobilisation générale. C'est important pour une élection que vous ayez beaucoup de monde autour de vous pour voter. C'est la règle de la démocratie. Il faut un maximum de personnes et nous devons sensibiliser ces gens-là sur ce que nous voulons au Togo. Plusieurs zones du Grand Lomé seront donc sillonnées par l'UFC avec pour message phare la culture de la paix et de la non-violence. Prochaine étape, Kondjedji, Dambé.